bon. Merci beaucoup. Bien, merci à tous. Donc nous allons vous présenter une communication qui s'intitule Le sport dans l'OI, au prisme des sciences sociales, sport et politique éducative en matière d'égalité filles-garçons dans l'océan Indien, point de vue d'étudiants et de professeurs d'EPS à Madagascar. Cédric Hossen, qui est avec moi, est docteur en sciences de l'éducation. Séverine Ferrière est professeure des universités, rattachée au labo, et directrice, excusez-moi, du laboratoire ICAR. Je suis pour ma part MCF en civilisation du monde anglophone, rattachée au laboratoire DIR, et nous sommes tous les trois à l'INSPE. Nous allons donc vous parler brièvement, vous présenter une communication qui est fondée sur notre dernier voyage d'études à Madagascar. Donc c'est un voyage d'études qui s'est fait dans le cadre d'un projet qui est un projet qui est porté par l'agence Chance Égale, et l'INSPE est partenaire collaboratif de ce projet. Le but global de notre travail, c'est de comprendre, c'est d'avoir une meilleure compréhension de l'influence du sport, et notamment du sport en tant que vecteur d'égalité. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le lien avec l'éducation à l'égalité filles-garçons. Vous avez bien compris que nous étions donc tous les trois en institut du professorat et de l'éducation. Et bien évidemment, nous avons le second point qui affiche contribution au bien-être physique et psychologique. Nous tenons bien évidemment compte de l'influence du sport sur le bien-être, en particulier de l'élève. Nous sommes tout à fait conscients aussi de l'influence du pouvoir que peut avoir le sport, notamment en termes de diplomatie, comme tu en parlais tout à l'heure, Louis. En ayant en tête ces trois perspectives, si je puis dire, nous avons donc rejoint ce projet qui s'intitule Osons le sport en mixité dans l'océan Indien. Donc le but de ce projet, c'est vraiment de faire du sport un levier d'égalité et de coopération régionale dans l'OI. C'est un projet qui est financé par l'AFD via le programme Coreum. L'un des buts de ce projet, si vous voulez, c'est d'essayer de modifier les pratiques. Alors, peut-être de lutter, de faire tomber les stéréotypes, si on peut faire tomber les stéréotypes et les déconstruire, mais on n'en est pas tout à fait certain, pour des raisons qu'on vous présentera tout à l'heure. Mais ce serait de modifier, d'essayer de modifier les pratiques en amont des Jeux des îles qui se tiendront aux Comores en 2027, afin d'essayer de les rendre un peu plus inclusifs et mixtes. Les prochains Jeux des îles jeunes nous paraissaient un petit peu tôt quand même, aux Seychelles. Donc le but est d'essayer de déconstruire les stéréotypes de genre et d'accroître la participation féminine dans toutes les sphères du milieu sportif, donc les athlètes, mais aussi les entraîneurs, les équipes dirigeantes, et de renforcer la coopération régionale à travers le sport. Donc ça, c'est vraiment le projet qui est porté par Chance Égale et dans lequel nous sommes partenaires. Donc nous sommes partenaires au niveau de l'Institut de l'éducation. Ce qui nous intéresse aussi, c'est vraiment d'essayer de travailler à la diffusion de ressources pédagogiques. Et ces ressources pédagogiques, on les veut bien évidemment cohérentes, c'est-à-dire s'appuyant sur la recherche, raison pour laquelle nous commençons et nous venons en appui, notamment avec les laboratoires, sur la partie état de l'art pour accompagner l'agence qui porte ce projet. Et ces ressources pédagogiques, on les veut absolument contextualisées, parce qu'il y a une seule chose dont on soit sûr à l'heure actuelle en didactique et en pédagogie, c'est que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un véritable ancrage dans le réel et dans les besoins des territoires. Donc on travaille sur la partie contextualisation didactique. Et enfin, le dernier point que vous voyez là, donc oui, je vais rater l'égalité filles-garçons, mais vous avez compris que c'était l'un des objectifs de ce projet, évidemment. Et donc, l'INSPE participe à l'animation de formation. C'est comme ça que nous sommes aussi partis sur Madagascar. Donc, à Madagascar, on est parti pour des actions de formation, pour former notamment les enseignants d'EPS du FIEPS. Donc, les enseignants venaient des différentes provinces et districts de Madagascar. C'était donc une action de formation sur l'égalité filles-garçons dans le sport. Dans le cadre du projet Chance Égale, donc l'agence va se rendre sur les différents territoires. Donc on a commencé par Madagascar avec des formations. Ensuite, l'équipe va partir sur les Comores à la fin du mois. Et à chaque fois, lorsqu'on se rend sur un territoire, l'idée est non seulement de lancer le projet via un événement, mais aussi d'accompagner les enseignants avec ces formations. Et vous comprenez que nous, en tant que chercheurs, évidemment, on profite de ces moments-là pour poursuivre notre état de l'art. Je laisse la parole à mes collègues, à Cédric.
Merci, absolument. L'idée est de pouvoir éclairer le contemporain au regard de la perspective historique et d'utiliser notamment des concepts, d'autres outils qui nous permettent de comprendre la situation coloniale à Madagascar. Le sport à Madagascar, comme dans d'autres territoires coloniaux, est un appareil idéologique d'État, au même titre que l'appareil scolaire. Et son introduction par la puissance coloniale va s'inscrire dans un projet global, notamment de normalisation des corps et des comportements, comme l'ont montré Dutheil en 2010 notamment. Pourtant, ces dispositifs ne sont pas subis entièrement. Le cas du rugby est particulièrement éclairant. Approprié par les élites locales, il devient rapidement un levier de distinction sociale et permet à certains groupes ethniques malgaches de pouvoir affirmer leur position dans, dans cette situation coloniale. C'est aussi un support d'agentivité, dans le sens proposé par Ara Vamoudam en 1999, qui désigne la capacité à détourner un instrument de domination pour en faire un outil d'émancipation et d'aller par-delà les déterminismes. Alors cette dynamique, elle se manifeste aussi dans l'investissement des clubs sportifs, initialement exclusifs et dédiés aux colonisateurs. Ces lieux deviennent peu à peu des lieux de politisation et de construction collective d'une identité nationale malgache en devenir. Alors, comme le rappelle Terré en 2006, l'éducation physique coloniale va façonner les corps selon le sexe, en s'appuyant sur des stéréotypes qui perdurent dans le temps. On parle ici de virilité compétitive pour les garçons, mais également de grâce hygiénique pour les filles. Ces hiérarchies vont perdurer après l'indépendance et elles existent encore aujourd'hui. Combo-Marie nous montre que malgré une ouverture du sport scolaire, la mixité reste partielle et encadrée, comme nous avons pu l'observer ici dans cette étude, et qu'elle est freinée par des normes profondément ancrées dans l'histoire coloniale. Je vais laisser la parole à ma collègue, peut-être pour la suite. Alors, donc, on travaille beaucoup, vous avez compris, sur l'interdisciplinarité. Puis comme l'a précisé Guylaine, on est dans une démarche qui est un peu conventionnelle dans la recherche en sciences humaines, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain et on récolte, on cueille des données, et ensuite on va essayer de les mettre en forme. Et donc, en l'occurrence, si on revient très rapidement sur les enjeux, nous, notre idée au niveau de la recherche, ça a été de commencer par questionner les représentations que les acteurs et les actrices du monde sportif, on va dire au sens large, hein, parce que nous, c'est plutôt les enseignants, mais vous allez voir qu'on a aussi eu des étudiants, ce qui n'était pas prévu initialement, c'est pour ça qu'on s'adapte au contexte. Donc d'essayer de comprendre leur représentation vis-à-vis de la mixité dans le sport. Et donc, l'objectif, il est, comme on l'a mentionné en introduction, à la fois de comprendre les politiques éducatives qui sont menées et aussi d'identifier des freins et des leviers qui peuvent permettre d'accompagner les éducateurs et les éducatrices au sens large. C'est aussi donc les ressources pédagogiques, on l'a dit. Et donc, à travers ça, on s'est rendu donc à Madagascar. Donc, je le reprécise par rapport à ce que ce qu'on va vous présenter après sur les données recueillies. On y est allé une semaine pour des temps de formation et un temps fort qui était une journée organisée avec des lycées, avec des équipes mixtes de foot, de handball, de rugby et de basket. Et donc, nous, on s'est trouvés en situation d'observation. Donc, je rebondis un peu sur... voilà. Nous, on n'est pas du tout parti sur les dimensions institutionnelles. On était sur le terrain, on a regardé, on a interrogé des gens. Et ensuite, l'objectif, c'est d'essayer de mettre ça en lien avec les contextes historiques et les contextes politiques. Donc, je ferai juste un petit aparté théorique, mais très très rapide sur la question des représentations. Donc, on s'est appuyé sur un concept qui vient de la psychologie sociale, que vous connaissez
probablement, au moins de nom, qui a été développé par Moscovici, sur le principe des représentations sociales, qui sont donc, en général, on utilise cette définition un petit peu englobante, c'est une forme de connaissance socialement élaborée et partagée, avec une visée pratique et concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble social. L'objectif ici, c'est pas tellement d'évaluer le degré de connaissance, le degré de pratique par rapport à la mixité dans le sport des enseignants et ou des étudiants, mais simplement de savoir ce qu'ils pensent de ça, pour pouvoir ensuite réfléchir notamment sur les pratiques, parce que les représentations qu'on a vont influencer ensuite nos pratiques. Je vais assez vite. Donc, comme je vous disais, initialement, c'était à destination d'enseignants, la formation, qui doivent ensuite essaimer dans leur commune et leur district. Et puis finalement, on a eu des étudiants aussi, qui sont l'équivalent de notre formation de licence, et même il y avait quelques masters de STAPS. Donc c'était très intéressant aussi au niveau des échanges. Donc on a mis là un petit peu représentation un petit peu de la population qu'on a interrogée. Et donc on a utilisé une méthode assez commune dans la théorie des représentations sociales pour dégager justement les représentations sociales, en leur demandant si on vous dit le sport et la mixité, à quoi est-ce que ça là vous fait penser? Et on leur demande d'écrire 5 mots ou expressions. Ça signifie pas que c'est forcément ce que les gens pensent au fond d'eux-mêmes, mais c'est en tout cas ce qu'ils pensent être correct de donner comme définition. C'est pour ça que ce sont des représentations qui sont sociales, ne sont pas forcément personnelles. Et donc, un des intérêts de ce type d'approche, c'est que c'est très facile à faire passer déjà. Ça permet ensuite, on a utilisé d'ailleurs en formation pour pouvoir discuter ces représentations. Et donc, en gros, on va pouvoir dégager ce qu'on appelle le noyau central, la zone du noyau, c'est-à-dire ce qui est le plus souvent dit, donc en nombre d'occurrences, et le plus rapidement, enfin en termes de 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, ce qui est intéressant aussi, là, on a juste pris là, les deux premières, la zone potentielle de changement, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit donc ce qui est le plus consensuel, mais on peut voir aussi derrière ce qui va potentiellement modifier, enfin ce qui est un petit peu moins consensuel, qui était un petit peu plus de l'ordre de la représentation individuelle et qui peut bouger les représentations. Donc en gros, je sais pas si ça ressort bien. Donc voilà, dans un premier temps, ce qu'on appelle le noyau central, donc les représentations qui sont consensuelles, ce qui revient le plus. Donc là, je vous ai mis les termes, on vous a mis un petit peu en résumé. Ce qu'on voit, c'est que spontanément, les étudiants et étudiantes et le corps enseignant va avoir une réflexion autour de la diversité. Ce soit en disant, alors on a refait des thématiques, mais bon, le mélange, la différence physique, le genre. Il y a aussi une question qui est importante au niveau du respect des droits, donc notamment par rapport à l'égalité des droits, la question du traitement, etc. Les dimensions collectives autour du groupe, de la cohésion, et puis tout ce qui est communicationnel, d'échange, d'amener la confiance en soi, en les autres, toutes ces dimensions-là. Et puis, en périphérie, on a d'autres termes qui sont un petit peu plus dans ce qu'on peut appeler la zone périphérique, c'est plutôt des dimensions concrètes ou pratiques, où là, on retrouve par exemple les termes d'égalité et d'équité. Donc ça aussi, c'est intéressant, hein, la notion d'équité dans la question de... On ne développera pas, on pourra en rediscuter. Également la question de la mixité et de l'inclusion, c'est-à-dire que là, on est plus sur la manière dont on va pouvoir mettre en pratique les choses, et puis le vivre ensemble et les conséquences que peuvent avoir la mixité ou la non-mixité, hein, parce que là aussi, hein, il y a toujours une dimension comme égalité, inégalité, on est sur quelque chose qui est binaire. Ensuite, on a refait un autre traitement, cette fois-ci, sur tous les termes utilisés en termes d'occurrence, pour essayer d'avoir une autre représentation. Et donc là, ce qu'on voit, donc là, vous avez les termes, on voit qu'on tourne, la question, elle se pose autour des valeurs, des principes sociaux, autour d'une société qui serait plus juste, inclusive, sur la question de la cohabitation au sens large, hein, sur les relations sociales aussi, les dimensions d'équité dans l'environnement, alors éducatif et sportif, hein, parce qu'on trouve toujours les deux choses malgré tout. Pourquoi? Parce que souvent les enseignants ou étudiants sont pas que c'est pas leur seule identité de sportif, ils font aussi partie de beaucoup d'associations, d'arbitrage, etc. Une dimension d'identité, de représentation et de socialisation. Et puis un point qui est aussi évoqué à travers ces représentations-là, c'est les expériences émotionnelles et le vécu.
Je vais un peu vite, hein, mais parce que bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et donc, le dernier traitement qu'on a fait, qui n'est pas extrêmement significatif, puisqu'il y a quand même peu de personnes, faut pas, voilà. Mais c'était d'essayer de voir si, comme on avait des étudiants et des enseignants, de voir s'il y avait des différences. Et donc, ce qu'on observe à grands traits, c'est que finalement, bon, alors évidemment, les deux groupes favorisent fortement l'égalité et l'inclusion parce qu'ils sont quand même en première ligne et que les politiques éducatives, etc., vont dans ce sens, hein, donc c'est pas tellement étonnant. Mais ce qu'on peut voir, par exemple, c'est que pour la population étudiante, c'est beaucoup plus des termes au niveau du collectif et de la coopération, alors que pour le corps enseignant, c'est plus en lien avec la diversité physique, la diversité sociale et la cohésion sociale globale. Ce qu'on peut comprendre par le fait qu'ils n'ont pas les mêmes pratiques. C'est-à-dire que les enseignants ou les enseignantes, eux, pensent probablement à leurs élèves et aux conséquences, quand on a un groupe classe, de mettre en place des activités dans la mixité. Et puis, bon, on a essayé aussi de voir si des choses se jouaient au niveau du fait d'être un homme ou une femme. Et donc, bon, en général, il y a toujours. Voilà. Moi, c'est mon champ de recherche. Il y a toujours quelque chose. S'il n'y a pas, il y a vraiment. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que dans les discours, enfin, en tout cas, dans les représentations des hommes, c'est plutôt des valeurs qui seraient universalistes, égalité, société, unité. Tandis que pour les femmes, il y a plutôt une valorisation autour du vivre ensemble, le collectif et la proximité relationnelle. Et je le redis, ça à prendre avec voilà, des pincettes, c'est pas non plus des effectifs énormes. Hein. Et donc, le deuxième recueil de données qu'on a réalisé, je vais te laisser la parole, c'est justement, on a filmé en fait un match de football en mixité. Enfin, donc, on va vous présenter là aussi quelques résultats qu'on a pu tirer de cette observation. Merci. Alors, pour faire vivre les stéréotypes, nous avons décidé que c'était l'homme qui vous présenterait la situation de football ce matin. L'équipe observée donc, est une équipe mixte qui est composée de 4 filles et 3 garçons qui sont tous issus des sections sportives du lycée, avec 2 mois d'entraînement en commun à raison de 2 séances par semaine. Le tournoi en question se joue sous forme d'élimination directe. Je vais essayer d'aller un peu vite sur ces descriptions. 2 fois 5 minutes pour les huitièmes et les quarts, 2 fois 10 minutes pour les demi-finales et la finale, avec tir au but en cas d'égalité. Chaque match a été filmé et analysé selon une grille d'observation qui prend en compte les touches de balle, les tirs au but, les corners et les passes selon les genres. Un protocole qui nous a semblé examiner la manière dont la mixité se manifesterait concrètement dans le jeu. Alors la participation des filles, nous l'avons observé, va varier fortement selon les profils. Celle que nous allons appeler ici F2 va s'illustrer tout au long du tournoi par un engagement certain et par une régularité, notamment dans les phases offensives. F4 va, elle, monter progressivement en puissance et jouer un rôle particulièrement actif lors de la finale. F1 et F3, en revanche, sont moins présentes dans le jeu, un peu plus effacées, avec peu d'initiatives marquantes. Cette dynamique collective féminine repose donc essentiellement sur 2 joueuses dans l'équipe, ce qui va, on le verra assez rapidement, limiter la construction d'un jeu partagé entre filles. Le volume de passes entre filles est très faible, seulement 14 sur l'ensemble des 4 matchs. En parallèle, on observera une augmentation progressive des passes des garçons vers les filles, ce qui traduit une inclusion croissante, mais toujours limitée. Les garçons conservent un rôle central dans l'observation du jeu. Ils prennent en charge la majorité des tirs au but et par conséquent la majorité des buts marqués, et exécutent tous les coups de pied arrêtés qu'ils jugent, eux, stratégiques. La répartition des responsabilités reste donc inégalement distribuée entre filles et garçons au cours du jeu. La progression de la mixité, elle s'observe au fil des matchs, mais elle dépend fortement du contexte de jeu, notamment du score ou de la configuration de l'équipe sur le terrain. En seconde mi-temps du 8e de finale, un seul garçon est présent, hors gardien, et touche autant de ballons que les 3 filles réunies.
Même en surnombre, la circulation entre filles reste, elle, très faible, ce qui empêche la mise en place de séquences collectives. Par ailleurs, dans les temps informels comme les pauses, les regroupements restent non mixtes et renforcent les clivages de genre dans l'espace de socialisation sportive. Alors, les observations réalisées montrent que la mixité de composition ne garantit pas en soi une répartition équilibrée des responsabilités dans le jeu collectif. La participation des filles, bien que réelle, reste concentrée sur certaines joueuses. Les échanges entre filles sont extrêmement rares et les rôles les plus visibles dans l'organisation du jeu, donc les transmissions clés, les tirs, les coups de pied arrêtés, sont quasi exclusivement masculins. Il ne s'agit pas ici pour nous de formuler des prescriptions didactiques qui relèveraient d'une expertise en EPS que nous n'avons pas. En revanche, certaines pistes de travail peuvent être dégagées à partir des données. Par exemple, la mise en place d'espaces de jeu favorisant les échanges entre filles pourrait permettre de structurer une dynamique collective propre, qui reste aujourd'hui marginale. L'alternance des postes, y compris sur les temps forts du jeu, pourrait également contribuer à redistribuer les responsabilités. Et enfin, le travail sur les temps informels, organisation des équipes, prise de parole, consignes implicites, pourrait constituer un levier pour déconstruire certaines logiques d'exclusion ou d'auto-exclusion. En définitive, la question posée est celle des conditions à réunir pour que la mixité ne se limite pas à une juxtaposition, mais donne lieu à une co-construction effective du jeu. Je vais repasser la parole à mes collègues. Oui, ouais. Donc, en quelques mots, ce qu'on peut voir à travers ce recueil de données, je le redis, qui est un petit peu comme une cueillette, c'est-à-dire qu'on a recueilli ce qui nous était possible. Voilà, certaines choses sont un peu parcellaires. Par exemple, ça aurait été très intéressant d'avoir, sur l'exemple du match, un témoignage de l'entraîneur. Bon, ça n'a pas été possible pour des raisons, voilà. Mais ce qu'on voit, c'est que ce soit en termes représentationnels par rapport aux acteurs ou aux actrices, ou alors dans la pratique, puisque il y avait une volonté vraiment de faire travailler les élèves, enfin jouer les élèves ensemble, on retombe très rapidement sur des éléments, des pratiques qui sont plutôt stéréotypées. Ce qui nous engage en termes de poursuite, comme on le disait, alors à la fois aller approfondir ces observations entre discours et pratique opérationnalisation, penser aussi des études, donc justement là ça va être l'objectif ensuite, des études contrastives dans les autres territoires avec d'autres contextes par rapport à l'histoire du sport, que ce soit dans le champ associatif, que ce soit dans le champ, on en a parlé, dans des dimensions un peu plus grandes sur les jeux en Océanie ou ailleurs, et même sur les sports eux-mêmes observés, puisque là on a regardé le foot, mais par exemple on peut imaginer que dans d'autres sports, par exemple le rugby, le positionnement des personnes amènerait probablement peut-être à plus de mixité que le football qui va réduire un certain nombre d'interactions du fait de l'organisation générale. Et donc c'est cette idée, comme on vient de l'évoquer, de réfléchir aussi non pas juste à une cohabitation, parce que la mixité c'est pas mettre des gens ensemble, ça dépasse la mixité genrée, ça peut être aussi social, etc. C'est pas parce que c'est une première étape, mais ensuite il s'agit de coéduquer et plus largement aussi d'avoir une réflexion, en tout cas dans le champ éducatif, sur la coopération et la compétition, parce que le sport à l'école, avec un grand E, n'a pas forcément vocation à faire des champions. Et que parfois il y a un petit peu cet amalgame, notamment ça peut ressortir dans les échanges avec les enseignants, où il y a cette question de la performance, alors que derrière il y a d'autres valeurs qui peuvent être véhiculées et qui sont théoriquement véhiculées par ce type de projet dans lequel s'inscrit donc les résultats qu'on vient de vous communiquer. Voilà, je m'arrête là. Merci de votre attention.